Bonjour à tous et à toutes. Comme l'a introduit tout à l'heure Fabien, on va revoir nos classiques cet après-midi en abordant avec vous un sujet qui est connu par chacun d'entre vous, qui est la sécurité du point d'accès. Je vais... Qu'est-ce qui se passe? Petit souci technique. C'est pas le bon. Non, c'était... vous l'avez effacé. Ah non, c'est celle-ci. Voilà, celle-ci. D'accord. Okay. Je vais pas le passer. Et donc là, ça marche. Oui, avec ça. Vous êtes sûr? Pourquoi ça marche pas? Si. Très bien. Donc on va commencer par un chiffre. Pour ceux qui reviennent des États-Unis, vous pouvez penser que c'est la température en degrés de la pièce. C'est à peu près 25 degrés. Ben non, parce que dans la pièce, je pense qu'il fait 19 degrés. Donc ce n'est pas la température de la pièce, c'est peut-être les sommes qui sont consacrées par les entreprises à la sécurité de leur IT. C'est un chiffre qui est étonnant, d'autant qu'on sait qu'il est en croissance d'à peu près 7 à 10%. Il est étonnant pourquoi? Parce que les incidents de sécurité continuent à faire la une, plus seulement de la presse anglo-saxonne, des médias anglo-saxons, mais également des médias français. On l'a vu avec la couverture de l'incident de TV5. 77 milliards, c'est donc beaucoup trop, ou c'est pas assez efficace parce qu'il y a trop d'incidents. On ne va pas faire toute la litanie des incidents récents. Et sur l'endpoint, les points d'accès, on dépense 3,3 milliards de dollars. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau sur un marché qui investit 3,3 milliards de dollars? En fait, maintenant, je pense qu'on a une bonne compréhension des mécanismes des cybercriminels lorsqu'ils veulent s'attaquer à une infrastructure. Il y a une première phase qui va être la reconnaissance de la cible. On va essayer de déterminer la bonne personne à attaquer dans l'entreprise. C'est la phase de reconnaissance. Soit on va essayer des médias sociaux, de LinkedIn, de Facebook, etc. On va envoyer à cette personne un message qui, évidemment, va comporter dans ce message une pièce jointe et la pièce jointe va être corrompue. C'est une méthode qui est encore très efficace. Alors, quand on parle d'APT, on imagine des solutions extrêmement sophistiquées. En fait, non, elle n'est pas sophistiquée. Ce qui est sophistiqué, c'est l'analyse préalable. Et une fois que la cible est atteinte, on va faire une première compromission initiale. À partir de là, on va éventuellement faire un mouvement latéral. On va passer du poste de l'utilisateur final à un serveur de réseau, à un serveur d'imprimante. On va élever des droits. Et là, on va atteindre le domaine contrôleur. C'est un peu technique, mais en fait, c'est le cœur du SI d'une entreprise. Si on atteint ce domaine contrôleur, si un cybercriminel atteint ce domaine contrôleur, en fait, c'est le roi sur un tableau d'échecs. Il a la main mise sur l'infrastructure de l'IT de l'entreprise. L'infrastructure de l'IT qui, avec la transformation digitale, supporte tous les processus de l'entreprise. Donc avec le simple mise sous contrôle, prise de contrôle en fait, d'un domaine contrôleur, en fait, on contrôle le métier de l'entreprise. C'est ce qui s'est passé avec TV5, c'est ce qui s'est passé avec Target, c'est ce qui s'est passé avec Sony Pictures. Toutes ces entreprises qui ont été corrompues, qui ont été sabotées, qui ont eu des coûts de remise en forme en situation de leur infrastructure, ont subi une attaque qui a visé le domaine contrôleur. Et donc on se retrouve échec et mat. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux déjà commencer par revenir sur ce que disent les analystes. C'est qu'il y a un constat, c'est que malgré les 3,5 milliards qu'on dépense chaque année dans les endpoints, c'est insuffisant parce que ça échoue, tout simplement. Le Gartner indique aussi que c'est une bonne pratique serait de renforcer la sécurité du point d'accès. Et puis la presse américaine évoque déjà la renaissance
de la sécurité des points d'accès. Alors il y a une méthode pour arriver à défendre proactivement, parce que l'enjeu c'est évidemment d'être plus efficace dans la défense proactive. Ça coûte 15 à 20 fois moins cher de prévenir un incident que de le traiter en pré-coup. Je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête sur TV5 Monde, mais c'est pareil dans la presse. Le surcoût pour la remise en forme initiale, c'est 5 millions d'euros. Et le coût supplémentaire en sécurité chaque année, c'est 2 millions d'euros. Je ne connais pas le budget informatique de TV5, mais si je fais le ratio, on imagine que ce n'est pas non plus des milliards d'euros. En fait, on voit que le surcoût de la sécurité va être significatif par rapport au coût habituel de l'IT. Donc il est important de réduire la surface d'attaque parce que 73% des cyberattaquants vont utiliser le mail comme point d'entrée. Ça peut être, comme l'a évoqué tout à l'heure Fabien, ça peut être une clé USB, tout simplement, une bonne méthode classique. Et on va essayer de réduire la surface d'attaque en contrôlant les comptes locaux d'administration. Alors quand on évoque le contrôle du poste de travail, tout de suite, il y a des mains qui se lèvent, c'est généralement les utilisateurs finaux qui disent « Ouh là là, je ne pourrais plus faire ce que je veux avec mon poste de travail ». Et donc, il faut trouver la bonne balance entre la productivité que demandent les utilisateurs et puis la sécurité qui s'impose à tous. Et Jean-Christophe va vous expliquer comment CyberArk essaye de répondre à cet enjeu. Donc pour nous déconnaître, moi je suis plutôt technique, j'ai pas de cravate, c'est, on va dire, assez habituel. Donc l'idée sur les postes de travail, généralement dans les entreprises, c'est qu'on va être assez binaire. On va avoir deux options, c'est soit de donner des droits d'administration aux utilisateurs finaux, soit de ne pas en donner du tout. Et pour ces options, en fait, quand on donne les droits d'administration aux utilisateurs finaux, on va se retrouver avec de potentiels soucis dans l'environnement. La première chose, c'est que vos utilisateurs peuvent potentiellement aller faire des modifications sur les systèmes. Pas forcément de façon malveillante, mais des modifications qui peuvent avoir un impact sur le niveau de sécurité. À côté de ça, ils vont également pouvoir être cibles d'attaques potentielles, comme le mentionnait Jean-François, et leurs comptes vont pouvoir être utilisés par des malwares, par des attaquants. L'utilisation de ces comptes bénéficiant de privilèges va permettre aux malwares d'effectuer des opérations malveillantes sur le système cible, telles que l'installation de rootkits, telles que l'exécution de logiciels suspicieux, des spyware, mais également, on va pouvoir aller effectuer des opérations de configuration locale, telles que la création de comptes tiers, l'ajout de permissions supplémentaires, et donc faire que ce endpoint va complètement sortir du standard, du cadre de sécurité que vous avez défini dans votre politique au sein de votre entreprise. Du coup, généralement, on va se retrouver avec deux grandes façons de gérer ces droits d'administration locaux. Soit une façon globale par entreprise, soit également par population. On va avoir des populations bien souvent d'utilisateurs métiers finaux standards qui ne vont pas avoir d'habilitation sur le poste de travail et paradoxalement les VIP, les execs à qui on va donner un grand nombre d'habilitations juste pour ne pas les froisser, mais ces personnes-là vont également être susceptibles d'avoir des données potentiellement sensibles manipulées sur leur station. Donc si on se place d'un point de vue production, quand on regarde l'une ou l'autre de ces options, on va avoir différents impacts sur l'environnement et sur les coûts. Si vous donnez les droits d'admin locaux à vos utilisateurs, vous allez voir que vous allez avoir un temps considérable à passer pour répondre aux incidents qu'ils vont générer, même sur vos différents endpoints. Mais si vous ne les donnez pas, vous allez également avoir une charge opérationnelle générée par les différentes demandes. Tel utilisateur a besoin d'installer tel software de façon critique pour ce projet urgent, donc on va dépêcher un administrateur sur sa station pour faire l'installation. Après, d'un point de vue sécurité, ces deux options binaires vont également avoir un impact. Si vous donnez les droits d'administration aux utilisateurs, on l'a vu, c'est créer une porte d'entrée. C'est permettre à quelqu'un qui ferait une opération de spear phishing en direction de cet utilisateur de récupérer des credentials qui ont des habilitations, qui peuvent permettre déjà de démarrer l'action malveillante au sein de l'environnement. Si vous supprimez complètement les droits d'administration locaux sur les postes de travail, là vous allez avoir plutôt de la garantie de suivi à faire, une charge de traces et de
validation des différents environnements utilisateurs pour être certain que leurs permissions sont bien supprimées sur les postes. Le monde idéal, ce serait de trouver une sorte de point intermédiaire. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais on va essayer de trouver un compromis. Donner des habilitations qui soient suffisantes aux utilisateurs pour leur permettre de faire leurs différentes opérations. On voit que si on a un PC où les utilisateurs ont l'ensemble des permissions d'administration, ce PC va devenir complètement hors de contrôle. C'est ce que vous voyez en haut à gauche de cette courbe. Vos utilisateurs vont pouvoir faire tout et n'importe quoi sur leur poste, qui sort complètement de la charte d'administration de votre société, et du coup qui fait courir un véritable risque et un potentiel surcoût. De la même façon, un PC complètement verrouillé va représenter une charge opérationnelle et une gestion des tickets qui va générer un coût supplémentaire. Le monde idéal, ce serait de se trouver sur ce point, au juste milieu, là où les utilisateurs n'ont que les habilitations nécessaires et suffisantes pour faire leurs opérations au quotidien, avec de la flexibilité, mais avec du contrôle. Nous avons fait évoluer notre offre pour justement répondre à ce type de problématique, avec un mécanisme combiné d'élévation de privilèges et d'application control, qui va permettre aux utilisateurs d'avoir des bénéfices de l'élévation de privilèges contrôlés. Donc on va pouvoir dire qu'un utilisateur, votre VIP dont je parlais tout à l'heure par exemple, pourra effectuer une installation d'un software qui a été au préalable approuvé dans votre environnement sur son poste de travail, lui-même sans avoir recours au service informatique. Mais à côté de ça, s'il télécharge autre chose, on va l'empêcher de faire cette exécution. Il ne va pas également avoir accès à l'administration locale de son poste de travail, il ne pourra pas créer de compte, il ne pourra pas faire d'opérations malveillantes. Et en parallèle, on va faire des mécanismes de sécurisation de ce endpoint avec de l'application control. L'idée, c'est de se dire que même si un utilisateur va télécharger une application, on va aller quand même vérifier le niveau de sécurité de cette application. On va aller identifier le fait que l'application qui s'exécute une fois qu'elle est installée ne s'exécute pas en faisant des opérations malveillantes, même si l'utilisateur qui l'a installé disposait des privilèges suffisants. Donc la combinaison des deux va permettre de garantir un niveau de sécurité adéquat, que ce soit au niveau des utilisateurs lors de leurs opérations interactives humaines, ou au niveau des applications lorsqu'elles vont s'exécuter, lorsqu'elles vont effectuer leurs différentes opérations. La réduction de ce risque va permettre justement de garantir une limitation du risque potentiel de compromission initiale dont on parlait tout à l'heure, sans passer par des mécanismes prédéfinis de vérification de signature de menaces ou d'identification de logiciels malveillants. Donc avec ces mécanismes de sécurisation du endpoint, l'idée va être de généraliser déjà l'approche CyberArk qui est de mettre sous contrôle les privilèges de l'environnement, les comptes à privilèges de l'environnement. Donc désormais, sur vos postes de travail, on ne sera plus tout blanc ou tout noir avec des gens qui sont soit administrateurs, soit utilisateurs lambda, mais avec des privilèges maîtrisés et adéquats. On va également permettre de sécuriser la partie comptes locaux d'administration des endpoints. On va avoir du coup une supervision en continu et une détection par le biais d'intégration avec des logiciels tiers qui vont permettre d'identifier des logiciels malveillants. Lorsqu'on va avoir cette intégration et cette sécurisation du poste de travail, on va permettre de garantir une identification via des mécanismes d'analyse des logiciels installés, des téléchargements, une identification des menaces potentielles et une potentielle alerte sur une attaque et une compromission d'un endpoint. Et comme le mentionnaient Jean-François et Fabien auparavant, on va également avoir des mécanismes pour améliorer, accélérer la phase de remédiation. Comme le mentionnait Jean-François également, quand un problème se produit dans une infrastructure Windows, bien souvent c'est quelque chose d'assez cataclysmique, qui nécessite de reprendre tout à zéro depuis son infrastructure de base jusqu'à ses différents endpoints. Avec ce type de mécanisme, on va également avoir du reporting et des mécanismes qui vont permettre d'identifier quelles stations seraient potentiellement compromises par le biais du reporting sur les opérations qui ont été faites. Une dernière chose qu'il est important de comprendre, on va également avoir des mécanismes flexibles, comme je le mentionnais tout à l'heure, à savoir qu'on ne peut pas prédire forcément à l'avance toutes les opérations qui vont être nécessaires pour les utilisateurs. On ne peut pas identifier quelle application va être
à exécuter dans un contexte particulier et à autoriser. Donc en complément du fait d'autoriser ou de ne pas autoriser, on va identifier également une sorte de grey zone en complément des listes blanches et listes noires, qui va permettre de dire qu'un utilisateur lambda peut exécuter tout type d'application pour l'instant inconnu, avec un contrôle de cette application pour être certaine qu'elle ne contienne pas de logiciel malveillant ou malicieux, et également dans un contexte sécurisé, c'est-à-dire que cette application pourra faire des opérations d'administration, mais uniquement dans un contexte limité, et ne pas aller interagir avec les éléments du cœur du poste de travail. Donc cette vision nous permet de compléter notre vision de la sécurisation de l'environnement et de la sécurisation de la gestion des comptes à privilèges, avec un complément sur le endpoint, là où auparavant on s'attachait principalement à sécuriser uniquement les parties centraux du SI. Désormais, il va s'agir aussi de permettre de renforcer les points d'entrée pour être certain qu'un attaquant n'ait pas une porte ouverte béante sur l'ensemble des postes de travail de l'environnement. Avant de passer à la suite, est-ce que vous avez des questions ? Mais écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous parler donc du endpoint. On peut les applaudir. Merci beaucoup, merci pour eux.